ce qui aurait dissuadé Hitler d'entrer en Pologne et de prendre le risque d'une guerre avec l'Angleterre et la France. Hans von Hoheim travaillait pour Heinkel. En 1941, cette entreprise construisait un prototype de chasseur, le 280. Messerschmitt, de son côté, construisait le sien. Le ministère de l'Air allemand fut plus prompt à soutenir les nouvelles idées que son homologue britannique. Mais en Allemagne, la propulsion à réaction suscitait aussi le scepticisme. Même le commandant de la Luftwaffe, Hermann Göring, renâclait à en reconnaître l'intérêt. Tous disaient « Tiens, voilà les jouets de Heinkel qui n'ont aucun avenir ». Ils s'imaginaient aussi que la guerre serait très courte et qu'elle serait gagnée par des avions mus par des moteurs à piston. Le Heinkel est sorti le premier des chaînes de montage. Il volait à 800 km/h. Mais c'est son rival, le Messerschmitt 262, doté d'une plus grande autonomie, qui fut le premier chasseur à réaction à être produit à la chaîne. Les pilotes purent faire leurs premiers essais vers la fin de 1944. Pour moi, c'était tout beau, tout bon. Je me croyais dans la peau d'un empereur. Quand j'étais à bord d'un 109 avec 10 mosquitos aux trousses, je n'avais guère de chance. Mais à bord du 262, je pouvais m'en moquer. Il m'est arrivé d'accélérer, laissant les mosquitos et les Mustangs cloués sur place. Bien entendu, des inconvénients apparurent à l'usage. C'était difficile pour nous de trouver la bonne position pour tirer sur l'ennemi, parce qu'on ne pouvait pas réduire la différence de vitesse. Il arrivait souvent que nous volions à proximité des avions ennemis sans avoir la moindre chance de les atteindre en raison de notre vitesse excessive. Il ne fait aucun doute pour moi que le 262 fut l'avion le plus redoutable de toute la Seconde Guerre mondiale. Il avait vraiment l'air d'un requin, féroce et exaltant à la fois. Une fois en l'air, il n'avait pas son pareil. Après la guerre, le groupe Captain Eric Brown a piloté des 262 récupérés chez l'ennemi. À notre connaissance, leur moteur à réaction avait une durée de vie de 25 heures. À ce stade, les moteurs allemands n'étaient pas fiables. Privés de toute documentation, nous avions parfois la chair de poule à l'idée de piloter un appareil à réaction qui pouvait déjà avoir 24 heures et 50 minutes à son actif. Les Allemands, qui n'avaient plus la suprématie de l'espace aérien, étaient devenus très réalistes. Pourquoi construire des moteurs qui durent jusqu'à la fin des temps, alors que le pilote avait de grands risques d'être abattu dans un combat aérien bien plus vite que ça? Avec leur vitesse de 960 km/h, l'avion fusée, le Messerschmitt 163 et le 262 à réaction furent les appareils les plus rapides de la guerre. En Grande-Bretagne, la guerre avait poussé le ministre de l'Air à l'action. Le premier vol à réaction des Anglais remonte à 1941. Il s'agissait de l'appareil expérimental et 2839. En été 1944, les premiers chasseurs à réaction Gloster Meteor biréacteur volaient en escadrille. Le Météor était plus lent que l'appareil allemand, mais en 1945, l'un d'entre eux a établi un record de vitesse enregistré officiellement, 975 km/h. Le moteur de Whittle était plus puissant et plus fiable que les moteurs allemands. La Grande-Bretagne plaça tous ses espoirs dans son moteur. On vient du monde entier sur le lieu de naissance du moteur à réaction pour apercevoir le dernier produit de l'imagination britannique. Maintenant, on investit en main-d'œuvre et en argent pour son perfectionnement. La Grande-Bretagne estime que ce dernier né de la science appliquée britannique annonce un avenir prometteur de richesse et de bien-être.
Mais après la guerre, une nouvelle bataille s'engageait. Nous nous sommes retrouvés à égalité avec nos alliés du fait que notre ennemi avait disparu. Ce fut une vraie course à proprement parler entre les Américains et nous-mêmes. C'était à qui allait franchir les premiers le mur du son. C'était notre premier but à cette époque. Ce mur du son présentait un redoutable défi aux savants et aux pilotes. Pour les hommes de science, ce but paraissait aussi ardu que la fission de l'atome. Pour les pilotes, cela équivalait à faire l'ascension de l'Everest, car le but était nimbé d'un immense prestige. Pendant la guerre, Frank Whittle avait commencé des travaux sur un moteur capable de propulser un avion supersonique. En injectant du carburant supplémentaire directement dans la tuyère du réacteur, il augmentait sa puissance. On s'affairait en secret à ces travaux qui devaient déboucher sur le Mile 52, un appareil expérimental. Mais à nouveau, les espoirs de Whittle furent réduits à néant. Tout se déroulait bien. L'appareil était presque terminé, le moteur à réaction était presque achevé quand le ministère décida d'annuler le projet. La raison invoquée, c'est qu'il était trop dangereux de risquer la vie d'un pilote à bord d'un avion supersonique. Ça me chauffe les sangs de penser à la manière dont nous avons bradé notre avance technologique en matière de vol supersonique. Je suis certain que si le M52 avait pu être mené à terme, nous aurions été les premiers à voler plus vite que le son. Le gouvernement britannique plaça alors ses espoirs dans un appareil expérimental à grande vitesse produit par la compagnie de Havilland, le DH-108, l'Hirondelle. Sa conception devait beaucoup aux appareils allemands capturés, aile en flèche et absence d'empennage. Le rôle qu'on lui assigna, c'était des expériences dans le domaine des vols proches de la vitesse du son, cette zone où les pilotes avaient de la peine à maîtriser leur appareil, chahuté dans les turbulences et les coups de boutoir. Au cours d'un vol d'essai au-dessus de l'estuaire de la Tamise, le DH-108 s'est brisé en deux brusquement, tuant le fils aîné de Geoffrey de Havilland. Entre-temps, l'Amérique avait préparé un appareil expérimental tout à fait nouveau, le Bell X-1, propulsé par une fusée. Sa forme s'inspirait d'un obus de gros calibre. Son pilote en était le capitaine Charles Chuck Yeager. Je me rappelle comment le colonel Boyd, notre patron, a dit à Miroc que personne ne se blesse dans cette entreprise, et de citer l'exemple du DH-108 qui avait coûté la vie à 2 pilotes au point que les Anglais avaient cessé toutes leurs recherches et leur mise au point dans la zone supérieure de Mach 1. Ils en payaient encore le prix et, par conséquent, ne voulaient pas que l'armée de l'air américaine se place dans la même situation. Le carburant pour fusée ne durait que peu de temps. Aussi emmenait-on le X-1 à pied d'œuvre dans la soute à bombe d'un B-29. Aucun avion n'avait jamais volé à beaucoup plus de 90% de la vitesse du son avant que nous ne placions le X-1 dans cette situation. Par conséquent, tous les vols que nous accomplissions étaient du domaine de l'inconnu. Le pilotage d'essai à cette époque ne reposait pas sur des données recueillies en soufflerie. Nous n'avions ni simulateur de vol, ni ordinateur. Aujourd'hui, vous avez les 3 éléments. Vous pouvez faire voler le pilote d'essai sur simulateur de telle sorte que lorsqu'il pilote réellement l'appareil, il l'a déjà bien en main. Jadis, on procédait par tâtonnement. Le 14 octobre 1947, Chuck Yeager a franchi le mur du son. Nous avions compris, en commençant à construire le X-1, que ce mur du son nous empêchait de voler plus vite, et qu'une fois que l'appareil aurait dépassé cette limite, c'est tout l'univers qui allait s'ouvrir à nous.